La paisible île de Marie-Galante n'est pas épargnée par la violence. Un homme de 84 ans a été agressé à son domicile. Admis en urgence au CHU, son pronostic vital est engagé. Ils peuvent enfin déjeuner à la cantine. La restauration scolaire est désormais effective pour les collégiens de Michelet et de Kermadec de Pointe-à-Pitre. Un projet mis sur pied par le conseil départemental qui tenait à sortir les jeunes de la rue à l'heure du repas. Et l'avenir du Sud-Basse-Terre était discuté aujourd'hui face au chômage et au dépeuplement de la région. L'INSEE a présenté une étude qui pose le diagnostic. L'État, la région et la communauté d'agglomération ont promis de s'entendre pour dynamiser le Sud-Basse-Terre. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver et nous ouvrons cette édition avec ce drame survenu à Marie-Galante dimanche soir. Guillamot a été découvert gisant dans une mare de sang. Il a été transporté de toute urgence au CHU de Pointe-à-Pitre. Son pronostic vital est engagé. ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne avec ce reportage de notre envoyé spécial. C'est par ce mur que le ou les cambrioleurs se sont introduits chez Guillamot. Il était assis sur cette chaise côté cour avant d'être torturé ici, dans l'épicerie. Sa sœur avec qui il vit venait à peine de quitter leur domicile au moment des faits. On a beau l'appeler Guy, le voisin est venu, Monsieur Hameau, aucune réponse. Et l'idée lui est venue de passer par derrière, il a pu sauter le mur, il est entré dans la cour et ainsi il a pu nous ouvrir la porte cochère pour nous permettre d'entrer. Mais d'entrer, Guy n'est pas à sa place. Guy n'est pas à la place où on l'avait laissé. Alors on continue à appeler Guy. Lui, il nous dit, je monte voir si M. Hameau n'a pas eu quelque état et si... Je monte voir. Il ouvre la porte, il rentre et c'est à ce moment-là qu'il trouve Guy couché à terre là, dans une mare de sang. Tout est sens dessus. Tous les tiroirs sont tirés. Tout mon courrier est à terre. Enfin, je n'ai pas pu m'empêcher de... Le maire de la ville, apparenté à la famille de la victime, s'interroge sur un éventuel lien avec son propre cambriolage datant du 19 août dernier. Ici, c'est le domicile de mes grands-parents où vivent encore ma tante et mon oncle. Donc, c'est-à-dire que tous les matins, je passe faire un petit coucou pour savoir s'ils ont bien dormi. Le midi, je déjeune avec eux. Le soir, je passe aussi pour prendre de leurs nouvelles avant de rentrer chez moi. Donc, tout le monde à Cap-Esther, tout au moins dans le bourg, connaît mon emploi du temps. Marlène Miraculeux-Bourgeois avait déjà alerté les autorités sur cette grande délinquance croissante à Marie-Galante. Des doléances qui n'ont jamais été réellement considérées par les grandes instances, jusqu'à hier en préfecture, où certaines mesures ont été prises. Je pense que toutes les mesures qui ont été prises seront exécutées, mais vraiment jusqu'au bout. Et qu'il n'y ait pas de faille dans ces lois, dans ces mesures qui sont prises, pour qu'un quelconque avocat, sans pour cela critiquer quiconque, mais pour qu'un quelconque avocat ne trouve pas cette faille pour défendre encore les truands. Parce que la population a le sentiment que certaines mesures sont prises plus pour défendre les truands que pour défendre les victimes. Quand on voit le temps qui est mis pour retrouver les voleurs, on se dit qu'il y a un problème dans nos lois. Guillamot est encore hospitalisé au CHU de Pointe-à-Pitre. Une enquête est ouverte pour retrouver les malfaiteurs. Et Marie-Galante a vécu de nombreux drames qui troublent la sérénité de l'île. Les habitants affirment ne plus se sentir en sécurité. La Grande Galette serait-elle en train de changer? Vos avis recueillis par Isabelle Hameau. Marie-Galante a changé dans la mesure que ce qu'on a connu auparavant, maintenant avec la jeunesse, c'est pire, ça devient pire. Depuis quelque temps, on entend des vols, des agressions, des choses qui ne se sont jamais produites auparavant. Là maintenant, ça fait peur. C'est écœurant, c'est dommage de le dire, mais ce n'est plus Cap-Esther de Marie-Galante. Oui, il n'y avait pas ça ici. On dormait ici, les portes ouvertes, on sortait. Mais maintenant, c'est plus, hein. C'est plus. Tout le monde a peur là maintenant. Grand 7 heures, ils ont tabassé le gars. 7 heures, ils ont tabassé le gars. On a été volé chez Madame Bourgeois à l'après-midi. Mais c'est pas ça, il faut arrêter. Ce qui se passe en Guadeloupe, et particulièrement ce qui s'est passé la dernière fois, ça risque de se produire. Et ça s'est produit dans la mesure que monsieur Hameau, qui a été victime de cette agression, je dis moi personnellement, moi je ne peux pas l'accepter. Ma mère, elle dort tout seule chez elle. Il y a des gens encore
qui vivent tout seuls encore, parce que la population Cap-Esther, elle est vieillissante. Cap-Esther commence à venir à la dérive même. On est très choqués pourtant. Vous vous sentez en sécurité maintenant? Non, on ne se sent pas en sécurité du tout. C'est plus comme avant. C'est que les jeunes sont, comment dire, ils sont un peu perdus. Mais moi, je suis jeune, mais j'arrive à me débrouiller parce que mes parents ne sont pas, comment dire, sont pas riches. Mes parents sont malheureux et ça m'a rendu service. Dans les années 80-84, on avait une stabilité, mais depuis quelques temps, effectivement, donc la violence est en train d'augmenter, donc la jeunesse est en train de partir donc, sur une mauvaise pente. Nous étions tranquilles là, mais vraiment tranquilles. Hein. C'était l'île, mais là maintenant, on n'en peut plus. Il y a un excès de violence. Et dernièrement, Madame le maire a fait passer un film à Cap-Esther. Et comment ça s'appelle encore, je ne sais plus. Et c'était sur la violence et tout ça. Et puis dimanche maintenant, elle se fait cambrioler et tout ça chez ses parents pour... non, là vraiment, à Marie-Galante, c'est plus possible. Autre découverte macabre, cette fois en Guyane. Le corps d'un homme a été retrouvé dans le congélateur d'un jeune couple résidant dans un village de Roura. Sa mort remonterait à plusieurs mois. Les deux suspects, âgés de 17 et 22 ans, ont été placés en garde à vue. Le reportage de Jean-Marc Dabreux d'ATV Guyane. Les enquêteurs ont attendu le lever du jour pour effectuer les premières constatations. Brigade de recherche de Matoury, techniciens de l'identification criminelle, ils interviennent après la découverte d'un corps démembré dans cette maison du village de Hove à Roura. Une intervention opérée hier soir suite à une rumeur persistante sur le meurtre d'un homme, une rumeur qui s'est finalement avérée. Le corps de la victime, difficilement identifiable, a été entreposé vraisemblablement depuis plusieurs mois dans un congélateur débranché. L'arrière de l'habitation où a été retrouvée la victime est visible depuis cette rivière. C'est ici qu'habitait un jeune couple, Jessica, 17 ans, et son compagnon. Ce dernier, principal suspect dans cette affaire, a été placé en garde à vue ainsi que sa concubine et aurait avoué les faits. Âgé d'une vingtaine d'années, il est bien connu de la ville de Roura. Il y a effectué un service civique pendant plusieurs mois. On parle de lui dans la commune comme un homme dangereux. Son casier judiciaire porte une condamnation pour violence. Le village de Hove est une zone d'habitat illégal où se mêlent populations brésiliennes et amérindiennes, ainsi qu'haïtiennes. Toute la journée, les enquêteurs ont interrogé les habitants pour tenter de faire la lumière sur cette sortie d'affaires. L'État, en lien avec la région Guadeloupe, a entrepris d'effectuer des diagnostics territoriaux sur chacune des communautés d'agglomération. L'INSEE a ainsi livré une étude servant de base pour proposer des actions afin d'aider les élus de la CASBT à cibler leurs actions pour le développement du Sud-Basse-Terre. Reportage Karen Diama. Chômage, tissu économique, vieillissement et migration de la population. L'INSEE a présenté une étude explicative détaillée. Le Sud-Basse-Terre a une population qui diminue plutôt sur la période récente, qui n'a pas connu sur le long terme la même évolution favorable que la Guadeloupe et qui maintenant est plutôt en perte de vitesse. Donc à la fois, surtout dû au départ de jeunes, c'est ça qui est le facteur déterminant dans l'évolution de la population. Et puis, donc bien sûr, il y a le point positif de la présence d'administration dans l'emploi public qui est fort. Mais par ailleurs, l'emploi privé est limité. Les grandes entreprises sont très peu nombreuses. Donc il y a beaucoup de petites entreprises qui sont surtout là pour satisfaire les besoins de la population. Mais globalement, un dynamisme qui n'est pas vraiment là. Et un contre-coup sur la situation des habitants, avec un chômage important, encore plus que pour l'ensemble de la Guadeloupe, 4 points d'écart. Un résultat peu satisfaisant pour la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, qui accuse le coup. Je ne suis pas surprise, la situation est même plus grave que celle telle qu'elle résulte des travaux de l'INSEE. La Guadeloupe a 2 ailes de papillon. Pointe-à-Pitre qui doit rester le pôle de développement économique avec Jarry, que nous avons beaucoup formé quand nous étions présidentes du Conseil régional de la Guadeloupe. On semble oublier
que Jarry 2000 a été une volonté politique de l'équipe que je présidais. Bon, Pointe-à-Pitre a le port, Pointe-à-Pitre a l'aéroport, Pointe-à-Pitre a la zone de Haute-et-Marne avec du développement. Pourquoi on n'a pas Basse-Terre, une petite cellule de l'université dont nos jeunes ont besoin? Pourquoi nos jeunes doivent-ils se déplacer? Pourquoi les hommes sont en train de détruire ce que la nature a créé? La nature veut qu'il y ait 2 pôles dans ce pays-là. Conservons-la. Accompagnés par l'État, la région et le département, il s'agira pour la CASBT de concentrer les efforts sur la création d'activités pour inverser la tendance. Le représentant du département, de la région qui était là, M. Céleste, nous a fait état de la proposition du président de mettre en place un axe de travail sur cette zone. Je m'en félicite et j'apporterai tout mon soutien à soutenir l'agriculture dans son développement bananier et dans son développement pour l'emploi, à soutenir Saint-Claude qui était le berceau des cultures vivrières de la Guadeloupe avec ses cibles, etc., à développer le parcours des épices de la Guadeloupe, à protéger le bois dans le sud avec Bouillante et Pointe-Noire. On a une palette de possibilités extraordinaires. Entre isolement et influence, il est clair que l'avenir du Sud Basse-Terre est entre les mains des autorités compétentes. Et comment, selon vous, faudrait-il entreprendre pour développer la Basse-Terre? Karen Diama a posé la question aux principaux concernés. On écoute leurs réponses. Première partie, c'est moi, c'est de naissance. La première partie, parce que là, la vie est tellement difficile maintenant, et surtout avec la nouvelle génération qui vient maintenant là, c'est vraiment difficile. Et pour développer la ville, c'est parce que la ville est un peu moins chère quand même. La ville est un peu moins chère, mais surtout Basse-Terre, par rapport à le parking qui vient d'ouvrir là, c'est un peu cher pour les gens qui ont des voitures. Parce que maintenant, pour se garer la voiture, maintenant il faut aller je ne sais pas où, mais vous savez, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, il y a plein de choses. Hein. La ville de Basse-Terre se meurt. Il y a plein de choses. Je ne sais même pas quoi penser. Hein. Il y a le commerce, et les gens vont faire les courses sur Pointe-à-Pitre. Il y a le commerce, il y a plein de choses. Là, je ne vois pas le bon moment, mais je sais qu'il y a un problème. Il y a un problème. Déjà au départ, il fallait laisser le port là où il était. Ne pas tout envoyer sur Basse-Terre et sur Pointe-à-Pitre parce que Basse-Terre, quand même, c'est la capitale. On nous a tout enlevé et maintenant on essaye de reprendre, mais ce ne sera pas facile. Il fallait déjà améliorer le port au lieu de dépenser de l'argent à tort et à travers. Regardez la gare routière, on est en train de détruire. Là, on se trouve l'emplacement des bus pour les élèves, pour faire parking payant. Et on est en train de démonter encore à côté du palais de jeunesse et des sports pour encore faire des parkings payants. Je ne suis pas contre le parking payant, mais il fallait garder certains monopoles qu'on avait à Basse-Terre. Donc là, Basse-Terre est fichu, je peux dire ça, mais par rapport à ceux qui étaient au pouvoir avant. Et ce sont les mêmes qu'on retrouve encore actuellement. Ben, il faut qu'il y ait un peu d'animation. Je ne sais pas. Il n'y a pas, je ne sais pas, je ne vois pas. Eh ben, mais je trouve que ça va bien, c'est développé parce que maintenant la vie de la Basse-Terre, c'est en progression totale. Il y a un changement normal. Parce qu'avant, dans les années, c'était un peu plus calme, mais là, c'est évolué. Franchement, c'est évolué. On dirait que nous sommes dans le petit paradis de Paris. Et les enseignants du lycée Gervais-le-Réage de Basse-Terre ont décidé de rejoindre la mobilisation qui sera conduite demain matin par les socioprofessionnels du secteur qui protestent, je vous le rappelle, contre les tarifs du parking du littoral. Le syndicat Les enseignants, la FSU, a fait savoir par communiqué qu'il avait saisi la commission hygiène et sécurité conditions de travail sur ce dossier, martelant que les enseignants n'ont pas à payer pour aller travailler. Les élèves des collèges Michelet de Kermadec à Pointe-à-Pitre peuvent enfin déjeuner à la cantine depuis hier. Jusque-là, il n'existait pas de restauration scolaire pour ces derniers. Ils étaient alors contraints de manger chez eux ou alors dans les roulottes à proximité. Le conseil départemental, en partenariat avec le rectorat, vient d'y remédier. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. 212 élèves issus des collèges Michelet et de Kermadec déjeunent depuis le début de la semaine au collège Front de Mer. Grâce à un système de navettes, ils sont transportés du centre-ville à Loricisque en toute sécurité. Un dispositif porté par le conseil départemental. Nous savons combien la rue est un danger pour ces gens, pour ces enfants soumis à toutes sortes de tentations.
à toutes sortes de dangers et à toutes sortes d'agressions. Donc nous avons cherché depuis un an les voies et moyens de pouvoir leur permettre de déjeuner. Madame la principale, avec son équipe éducative, avec les parents, ont accepté d'accueillir les enfants dans ce réfectoire. Il fallait donc trouver comment les véhiculer. Donc j'ai décidé de prendre en charge avec, je dirais, la cheville ouvrière qui est le premier vice-président, avec la commission éducation. Nous avons réfléchi et je me suis dit qu'il fallait prendre les enfants devant leur lycée, les emmener manger et les ramener dans leur établissement. Le rectorat a travaillé de concert pour construire et valider ce projet de restauration scolaire tant souhaité par les parents. Les responsables d'établissements concernés ont adhéré sans hésitation, mais pas seulement. Mais il fallait qu'on garantisse la sécurité des enfants, notamment sur le temps du transport. Donc on a trouvé la solution de prolonger l'activité des assistants d'éducation de chaque établissement, de Kermadec et de Michelet, pour pouvoir assurer cette surveillance à l'intérieur des bus pour arriver jusqu'à Front-de-Mer. Et dans le même temps, nous avons aussi déployé des moyens, notamment des jeunes en service civique, qui restent dans les établissements et qui développent des projets avec les élèves qui restent dans l'établissement et qui ne sont pas forcément, ou lorsqu'ils reviennent de la cantine à Front-de-Mer, eh bien ils ont la possibilité d'avoir des activités en attendant le démarrage des cours. Dans le contexte actuel d'insécurité, ce nouvel espace de restauration scolaire risque de rencontrer un vif succès. La collectivité a alloué un budget d'un peu plus de 60 000 € pour l'instant. La capacité d'accueil est de 300 élèves. Les Guadeloupéens ne donnent pas suffisamment leur sang. Moins de 2% de la population en âge de le faire fait ce geste. C'est pourquoi l'établissement français du sang lance un cri de désespoir. Mireille Bordonnet, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes le médecin responsable des prélèvements. Notre département serait celui où on prélève le moins de sang au niveau national. Les Guadeloupéens doivent-ils justement se dépêcher pour donner du sang? Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui? Urgence à être autosuffisant un petit peu. Après, on soigne nos malades quand même. Le problème, c'est que ce que nous ne prélevons pas en Guadeloupe, ce que les Guadeloupéens ne donnent pas, c'est la France métropolitaine qui nous l'envoie. Mais justement, le département, les personnes en demande en tout cas, elles ne faiblissent pas, cette demande ne faiblit pas. Entre les drépanocytaires et les personnes sous chimiothérapie, concrètement, comment faites-vous? Comment s'organise ce ravitaillement? Alors, bien heureusement, l'établissement français du sang est un établissement national et les stocks en fait sont gérés au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chargés de faire l'équilibre entre les différents stocks pour que chaque établissement ait suffisamment de réserves pour soigner les malades de tous les jours. Justement, on fait le point sur cette situation avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Ils ont réalisé aujourd'hui un reportage. On regarde ensemble. Tiffany et Nicolas s'apprêtent à faire un don du sang. C'est la première fois et malgré une faible appréhension, ils profitent de la présence du camion de l'établissement français du sang pour faire ce grand pas. Mais je voulais donner mon sang pour les personnes qui sont en manque de sang. Ça peut donner une seconde chance à quelqu'un. Ça peut aussi lui permettre de revivre, de lui donner peut-être même 5 secondes de la vie. Au moins, je serais content. Ils ont d'abord rempli un formulaire, se sont entretenus avec un médecin avant de pouvoir donner leur sang. Sécurité oblige. Mais malheureusement, je ne peux pas donner mon sang parce que je suis épileptique. Il faut que nous pensions à la sécurité du donneur et à la sécurité du receveur. La Guadeloupe a un grand besoin de sang, il faut sans cesse recruter de nouveaux donneurs, un geste que Nicolas est prêt à faire plusieurs fois dans l'année. Je compte le donner au moins 6 fois par année. Oui. Je compte vraiment le donner, même si des fois il y a peut-être une contrainte, je ferai tout pour aider. Je ferai tout pour vraiment donner au maximum de moi-même. Nous ne sommes pas suffisants, donc il faudrait 50 dons par jour pour être autonome. Nous sommes le département qui donne le moins. En effet, moins de 2% de la population fait ce geste et pourtant il est indispensable pour sauver les drépanocytaires, les accidentés ou encore les patients sous chimiothérapie. Comment expliquer cette situation en Guadeloupe? Pourquoi les Guadeloupéens finalement sont frileux à l'idée de donner leur sang? Ont-ils peur? Alors, peur, c'est un sentiment qui est assez général chez les gens qui n'ont pas donné. C'est vrai que beaucoup de gens ont peur de l'aiguille, mais il n'y a pas qu'en Guadeloupe qu'on a peur de l'aiguille.
Alors, est-ce qu'on surmonte plus la peur ailleurs qu'en Guadeloupe? Je ne sais pas. Peut-être qu'on manque de visibilité. Donc, c'est une bonne chose de nous inviter dans vos émissions pour qu'on puisse parler du don du sang. Et puis, je pense que les gens ne sont pas peut-être sensibilisés, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut leur arriver à eux, ça peut arriver à leurs proches, leurs parents, leurs enfants, leurs amis, leurs collègues, et que c'est vraiment indispensable. On ne peut pas remplacer le sang des donneurs. On n'a aujourd'hui pas de produit de substitution. Et certains patients mourraient si on ne pouvait pas les transfuser. Vous disiez tout à l'heure que justement vous êtes ravitaillé par la France hexagonale. Donc finalement, pourquoi il est impératif de donner en Guadeloupe? Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les globules rouges des métropolitains ne sont pas exactement les mêmes que les globules rouges des Guadeloupéens. Il y a des caractéristiques qui changent. On a certains patients comme les drépanocytaires, justement, on a quand même un certain nombre de drépanocytaires en Guadeloupe qui ont besoin de transfusion itérative, et dans ce cas-là, il est important de transfuser des globules rouges le plus compatibles possible, le plus proche en fait de ceux du patient. Et les globules rouges les plus proches sont des globules rouges de Guadeloupéens et pas de métropolitains. On a entendu tout à l'heure une jeune fille qui disait « Moi, je ne peux pas donner mon sang parce que j'ai telle chose ». Enfin, les conditions pour justement donner son sang ont été quelque peu modifiées ces derniers temps. Les personnes homosexuelles peuvent le faire sur certaines conditions. Quelles sont aujourd'hui les conditions pour donner son sang? Alors, les conditions, en gros, c'est être âgé entre 18 et 70 ans. C'est être en bonne santé. Alors, être en bonne santé, ça ne veut pas dire que si on prend un traitement, par exemple, contre l'hypertension, on ne peut pas donner. De toute façon, avant chaque don, il y a un entretien médical qui va déterminer du fait de savoir si le donneur peut donner ou pas. Donc, être en bonne santé, peser au moins 50 kg. En dessous de 50 kg, on ne peut pas prélever. Voilà, et puis de toute façon, alors, les gens qui ont eu des gros problèmes de santé, des accidents cardiaques, des accidents cérébraux, bien évidemment, ne peuvent pas donner. On étudie de toute façon la sécurité du donneur, ce que disait le médecin tout à l'heure. On est très attentif à la sécurité du donneur, à la sécurité du receveur, et c'est pour ça qu'il y a cet entretien médical avant chaque prélèvement, avant chaque don. Est-ce que les personnes qui ont eu le Zika ou le chikungunya peuvent donner leur sang? Alors, tout à fait. Le chikungunya, on n'en a plus trop, heureusement. Le Zika, ça commence à se tasser quand même. Et on peut donner 28 jours après avoir eu le Zika. Donc là, comme il y a les gens, j'ai l'impression qu'on a surtout été malades en juin, juillet, je pense que la plupart des gens qui ont eu le Zika peuvent maintenant donner. Mireille Bordonnet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Dites-moi, est-ce que nous sommes tous égaux, selon vous, en matière d'accès aux soins? Ça, c'est une bonne question. Alors, ce n'est pas le cas, je vais vous le dire. La Croix-Rouge et justement et ses partenaires ont décidé d'aller à la rencontre de la population avec un bus de dépistage qui s'appelle Santé Bocase. Ce matin, ce bus était à Goyave et notre reporter Linda Kayarsi est également sur place. On regarde ensemble son reportage. Amener la santé au plus près de la population, tel est l'objectif de la Croix-Rouge et ses partenaires via ce bus de dépistage. Je pense que c'est très bien parce que ça permet aux gens qui ne se déplacent pas beaucoup, qui ne vont pas. Donc, vous venez à nous. Je pense que c'est très intéressant pour les gens. Les gens ils sont malades, mais ils n'osent pas aller chez le médecin. Ils disent que ça va passer, alors que c'est l'ARS qui vient vers nous, c'est une très bonne chose. À bord, une assistante sociale et une infirmière, et toute la logistique nécessaire pour faire un point confidentiel et gratuit sur votre santé. Au-delà même de la rencontre, on maintient le contact avec les personnes qui doivent aller voir un médecin, qui doivent aller voir un service spécialisé pour éviter que ça ne serve à rien et que ça retombe. C'est que ces gens ont besoin d'être accompagnés, soit par une association, soit par un centre de santé, soit les deux à la fois. Les personnes qui le souhaitent peuvent également se faire dépister pour certaines maladies comme le diabète, le VIH ou encore l'hypertension, véritable problème de santé publique. La Guadeloupe, alors qu'on a tendance un peu parfois à être un peu pessimiste, fait partie des régions, on a présenté ça à la société française, où le taux de patients normalisés sous traitement médical est l'un des meilleurs de France. Mais on a encore des progrès à faire et c'est l'intérêt de ce type de structure parce que le partenariat que nous avons signé avec la Croix-Rouge a comme avantage, avec ce bus qui va se déplacer à la campagne dans certains quartiers, de pouvoir toucher une population que nous ne voyons pas habituellement. Rendre la santé accessible à tous, un défi pour tous ces acteurs de la santé, mais également pour la municipalité de Goyave,
dont c'est le premier village santé. Alors nous structurons avec le Centre communal d'action sociale un pôle santé et nous aurons besoin de l'expérience et de la compétence de tous ces réseaux pour poursuivre ce genre d'action. On a mis l'accent particulièrement sur la famille cette année et nous souhaitons associer non seulement, et comme je l'ai dit, ce n'est pas destiné aux personnes âgées, c'est toutes tâches confondues, toutes générations et nous faisons ce travail-là. Il y a déjà un accompagnement au niveau scolaire avec tout ce qui est médecine de prévention au niveau scolaire, mais il faut continuer dans la cité et emmener les parents à découvrir que la prévention, c'est quelque chose d'indispensable et ça peut éviter des coûts énormes au niveau de la santé. Depuis son lancement en janvier dernier, le bus de dépistage Santé Bocase a déjà sillonné 18 communes et 2700 personnes sont déjà montées à bord. Parlons à présent d'une maladie qui touche près de 8000 personnes en Martinique, la maladie d'Alzheimer. Cette pathologie affecte majoritairement les personnes âgées. À la veille de la journée mondiale contre la maladie, notre confrère Louis Sabas d'ATV Martinique a rencontré Magda qui accompagne au quotidien sa mère atteinte d'Alzheimer. Depuis le mois de décembre dernier, Magda vit avec Marie-Carmen, sa mère. Maman, ça va? Tu as mangé, maman? À 73 ans, elle souffre de la maladie d'Alzheimer, une affection découverte brutalement par sa fille. Un beau jour, j'ai une de mes sœurs de Guyane qui m'a appelée pour me dire que maman était à l'hôpital, à la MENA, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qu'on l'a découvert dans les rues de Fort-de-France à 2h du matin en chemin de nuit. Elle errait dans les rues, voilà. Elle n'avait pas de papier sur elle, rien. Et par contre, elle avait un petit carnet avec les numéros de téléphone et c'est en appelant ma sœur qu'ils ont compris qu'elle avait des filles. Maman? Dès lors, Magda quitte l'île de la Réunion pour rejoindre sa maman. Les mois qui suivent sont très durs pour elle, entre gestion des pertes de mémoire de Marie-Carmen, répit et période de crise. Décembre, janvier, ça allait super bien. Et à partir du mois de février, ça a commencé, on a eu vraiment des moments très difficiles. Elle était vraiment très, très violente, elle était méchante avec tout l'entourage, que ce soit mes enfants. Il faut dire la seule personne qu'elle écoutait quand même, c'était moi. La crise, pour moi, c'est comme une enfant de 5 ans. Une enfant de 5 ans qui n'écoute pas, hyperactive et qui n'écoute pas. La situation s'est améliorée depuis quelque temps. Si Magda dispose d'une aide à domicile et d'un soutien d'association, s'occuper de Marie-Carmen lui prend beaucoup de temps et d'énergie, en plus de générer pas mal de stress. En permanence, on surveille, on regarde ce qu'elle fait, on vérifie qu'elle a mangé, peur qu'elle s'en aille, peur qu'elle se blesse, qu'elle se fasse mal, surtout peur qu'elle s'en aille. Ça, c'est déjà ma plus grosse peur. Comme Marie-Carmen, en Martinique, au moins 7000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous irons en Martinique où vous le verrez, les producteurs de goyave voient la vie en rose. Et puis c'était hier la journée nationale de la santé de la peau. Nous avons rencontré des professionnels de santé qui nous disent tout sur les gestes à adopter pour en prendre soin. Mais avant, le tribunal administratif de Fort-de-France a renvoyé ce matin en délibéré les 2 dossiers traînés en justice par l'association écologiste ASOPMAR concernant l'annulation des arrêtés préfectoraux permettant l'exploitation de l'usine Galion et le dragage des fonds marins du grand port maritime de Fort-de-France. Si les écologistes ne se réjouissent pas de cette nouvelle, ils restent sur le pied de guerre dans l'attente des prochaines décisions du tribunal. Reportage Guy-Raphaël René d'ATV Martinique. Si le renvoi en délibéré était attendu, les 2 parties ont exposé leurs arguments sur le dossier de la centrale biomasse du Galion, notamment sur l'un des points d'achoppement, l'eau de la rivière qui sera soumise à des prélèvements supplémentaires pour le bon fonctionnement de l'usine. Nous sommes en aval, c'est-à-dire que nous sommes les derniers en amont. Dans la rivière, il y a toute une série de personnes qui prélèvent de l'eau, ce qui est tout à fait normal par rapport à l'activité, et la société Albiama est en aval du canal, lequel canal part de la rivière. Donc nous ne sommes pas un élément perturbateur par rapport au milieu, c'est ce que nous soutenons et c'est ce que je voulais expliquer au tribunal. Du côté de la SOPAMAR, Claudette Duhamel dénonce une étude d'impact incomplète et précise qu'en l'état actuel des choses, la pression sur la rivière Galion est déjà suffisamment importante. Au moment du carême notamment,
il y a des problèmes pour le captage de l'eau. Donc avec cette unité qui va être très grosse consommatrice d'eau, puisque ça va servir également à alimenter l'usine du Galion, l'usine de canne à sucre, donc on va avoir des problèmes majeurs. Quand on fait une étude d'impact sans analyser effectivement l'ensemble des éléments qu'il y a sur le site, et des éléments importants. Et parmi ces éléments, il y a le fait qu'il y a une mangrove qui est protégée, il y a une habitation. Galion. Il y a aussi le fait qu'il y ait des gens qui habitent à proximité, enfin qui sont pratiquement voisins du site et qui cultivent des jardins créoles. Donc il y a tous ces éléments qui auraient dû être pris en compte par le Galion 2 et qui n'ont pas été pris en compte. Sur le dossier du Grand Port, le tribunal devait se prononcer à la demande de la Sopamar sur la modification de l'arrêté préfectoral qui prévoit le dragage des fonds marins pour la construction de la tranche nord-est. Pour l'avocat du Grand Port maritime, non seulement l'opération envisagée est nécessaire à la structure pour rentrer dans une nouvelle ère, mais l'étude d'impact serait irréprochable, contrairement aux déclarations de la Sopamar. Le Grand Port ne peut pas rater ce rendez-vous, ne peut pas être à la traîne quelque part. Et en même temps, le Grand Port a le souci, comme je l'ai dit, je le répète, de respecter l'environnement. Donc le Grand Port veut concilier aussi bien l'efficacité et bien entendu le respect de l'environnement. Très souvent, l'étude d'impact est critiquée. Donc je mets ça comme étant un exercice de style de la Sopamar, puisqu'il a été démontré dans nos mémoires, dans nos échanges, avec les pièces versées dans les débats, que l'étude d'impact respectait toutes les prescriptions. À l'issue de l'audience, les militants de la Sopamar ont organisé une conférence de presse pour faire le compte-rendu des débats. Pas satisfait mais confiant, puisque nous avons entendu le rapporteur général retenir le conflit d'usage qu'il y a sur l'eau et son inquiétude quant à la rivière du Galion, une inquiétude légitime. Maintenant, nous espérons que le tribunal administratif va retenir d'autres points. Nous remercions déjà le directoire du Grand Port qui a justement tenu compte des observations de la Sopamar et qui a changé sa méthode de construction. Mais par contre, l'arrêté justement ne tient pas compte justement de ces changements de cap en termes de construction. Donc nous demandons tout simplement au tribunal administratif de mettre en conformité la réalité du terrain et puis la réalité administrative. En attendant la décision du tribunal prévue ultérieurement, les militants de la Sopamar poursuivent leur mobilisation ainsi que l'information de la population. En Martinique, toujours, il y a une filière qui voit la vie en rose, c'est le marché de la goyave. En cette période de récolte, la vingtaine de producteurs de l'île s'active. 1400 tonnes de goyave sont produites chaque année. De sa production à sa transformation, Emmanuel Labo a suivi le parcours de ce fruit. On regarde. Sur les hauteurs de Rivière-Salée se cache un petit verger de goyavier. Environ un demi-hectare qu'exploite Stéphane Audinet. Cet agriculteur de 37 ans a commencé la culture de goyave en 2005. 140 plants qu'il a semés à la force de son poignet. Aujourd'hui, le fruit le lui rend bien. La goyave m'a sauvé pendant des années parce que c'était vraiment quelque chose de régulier. On comptait sur elle et elle a toujours répondu à nos attentes. 3 à 7 tonnes par an récoltées à la main, une période éprouvante pour ce jeune agriculteur qui n'hésite pas à se faire aider de sa famille. Et les goyaves de Stéphane ont un destin tout tracé. Depuis le début, on travaille justement avec un transformateur et qui nous a toujours pris toute notre production et qu'il a trouvé justement notre qualité, notre régularité surtout. À ce moment-là, on ne se posait pas la question de comment ce sera commercialisé. Que j'ai 20 kilos ou une tonne à livrer, il prenait toute ma production. Direction Fort-de-France. C'est à la Tivolienne que l'on retrouve sa récolte du jour. Plus de 295 kilos, c'est une belle journée. À 80 centimes le kilo, le jeune exploitant percevra environ 230 €. Stéphane est l'un des 2 exploitants qui approvisionnent l'usine de Tivoli à raison d'une centaine de tonnes chaque année. La confiture est fabriquée uniquement à partir de goyave de Martinique. Et je dirais que quand nous n'avons pas suffisamment de goyave en Martinique, eh bien nous n'avons plus de confiture. Une confiture mais aussi une gelée fabriquée de manière artisanale. 5 personnes s'occupent de leur fabrication, 70% en teneur en fruits, une exigence qui pour l'usine est un gage de qualité. On va donc de cette cuisson de goyave récupérer la pulpe, mettre donc cette pulpe en cuisson avec du sucre et cette confiture donc sera acheminée directement sur la chaîne de mise en bocaux à partir d'une pompe. En Martinique, la filière goyave offre de bons rendements, 1400 tonnes récoltées par an dans une vingtaine d'exploitations.
Hormis la banane, c'est le deuxième fruit après les agrumes. C'est une filière qui se porte bien, mais qui est très liée en fait à la transformation, donc au transformateur en fait, qui est pour le principal en tout cas l'usine d'Enel. L'usine d'Enel, leader sur le marché de la transformation de fruits en produits dérivés, est connue du grand public pour ses marques Royal ou encore Montpellier. Créée en 1908, c'est dans les années 50 qu'elle se positionne dans la fabrication de purées de goyave. Une goyave d'abord importée du Brésil et d'Afrique du Sud, puis à partir de 1985, l'usine décide de s'approvisionner auprès d'agriculteurs martiniquais. De 80 tonnes à ses débuts, aujourd'hui la société d'Enel exploite chaque année plus de 1100 tonnes de goyave made in Martinique. Après livraison, la goyave est nettoyée, débarrassée de ses graines et affinée pour obtenir une purée lisse, conditionnée dans ses fûts de 160 à 200 kg. Ils sont ensuite conservés soit par stérilisation, soit par congélation. Ces fûts vont ensuite être soit utilisés, nous, dans nos jus et nos confitures, ou vont être en fait revendus à d'autres industriels de la place, que ce soit en Martinique à des glaciers, vous en trouvez dans des glaces, vous allez en trouver dans d'autres concurrents qui font du jus de fruits. Ça peut être également vendu en Guadeloupe, c'est vendu également en Guyane et en France métropolitaine. Un marché d'abord local. 80% des produits d'Enel sont vendus en Martinique, une filière exemplaire pour Philippe Vourche. Première fois qu'on a réussi à rassembler des agriculteurs et des transformateurs autour d'un projet commun et qui aboutit finalement à ce qu'on puisse offrir aux consommateurs des produits qui sont acceptables aussi en termes de prix. Mais aujourd'hui, la filière goyave de Martinique doit se distinguer de ses concurrentes provenant notamment de Cuba. L'usine d'Enel l'a bien compris et voit grand en privilégiant la qualité. Mais il va falloir qu'on travaille sur une qualité différente et là, la partie développement de confiture de goyave biologique ou de nectar de goyave biologique, comme on va les sortir d'ici une quinzaine de jours à peu près, peut être un élément de développement qui va permettre de se projeter peut-être encore plus vers l'extérieur. Et c'est dans l'exploitation de José Souraya au Morne Rouge que Denel obtient ses goyaves bio. 22 hectares cultivés au pied de la montagne Pelée, des goyaviers à perte de vue qui pour certains ont 20 ans d'âge. Cette culture bio, certifiée en avril 2016, est plus coûteuse pour cet agriculteur. Mais José Souraya est le seul professionnel de l'île, mais aussi de la Caraïbe, à détenir une exploitation de goyaves bio. De quoi lui ouvrir de beaux horizons. Hier était la journée nationale de la santé de la peau sur le marché. De nombreuses crèmes promettent de vous faire retrouver votre peau de bébé, mais difficile de trouver la solution miracle. Comment prendre soin de sa peau? Les réponses avec Linda Kayarsi. S'il existe pléthore de produits pour prendre soin de sa peau soi-même, faire un soin en institut de beauté de temps à autre n'est pas un luxe. Là, dans ce cas, en fait, le masque aux fraises, son objectif, donc il a une texture un peu de yaourt aux fraises, et qui sent très bon également. Donc la fraise, c'est un masque qui contient de la fraise. Son objectif, c'est de réhydrater de manière efficace l'épiderme quand il est appliqué en couche épaisse. Et quand il est appliqué en couche fine, il aura un effet tenseur. Pour prendre soin de votre peau et respecter sa nature, il faut veiller tout d'abord à appliquer des produits adaptés et surtout prendre sa beauté en main. Nettoyage du visage le matin, c'est essentiel avec un produit moussant nettoyant. Ensuite, on va venir appliquer un coton de lotion et ça c'est essentiel. Et ensuite, son sérum adapté et sa crème. Il faut penser à une chose aussi, c'est qu'on parle effectivement, on a beaucoup parlé du visage, mais concernant le corps, c'est bien également de faire un gommage régulièrement, au moins une fois par mois, pour se débarrasser de toutes les impuretés de l'épiderme. Nouvelle texture, nouvelle formule, la technologie des soins ne cesse d'évoluer. Ici, en quelques clics, un diagnostic de la peau sur mesure. Ça s'appelle en fait SkinDiag. Donc l'objectif en fait, donc ça se présente comme une tablette tout simplement, avec un capteur photo très précis, puisque c'est de pouvoir mettre en exergue les besoins de l'épiderme qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Les rides du front. L'appareil va analyser également les taches pigmentaires, puisqu'en fait on a des produits qui sont hyper efficaces par rapport au traitement des taches pigmentaires, les rougeurs, si la peau présente des rougeurs ou pas.
Prendre soin de sa peau doit être synonyme de plaisir pour mieux renforcer son capital beauté. Et la technologie ne cessera de nous étonner. Place aux informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez aux Abîmes. La distribution de l'eau sera perturbée demain aux Abîmes de 22h à 6h du matin. Et puis également à Goyave et dans la zone est de la ville du Gosier, avec un retour à la normale prévu mercredi, c'est-à-dire demain, en début de matinée. Et puis, en cause par rapport à une intervention sur une unité de production, la distribution de l'eau sera perturbée également mercredi à Petit-Bourg à partir de 6h du matin, avec un retour à la normale prévu en fin de semaine, soit vendredi 23 septembre. Et enfin, Sainte-Anne, Saint-François et la Désérade seront également touchés par des perturbations de l'eau, avec un retour à la normale prévu jeudi 22 septembre en début d'après-midi. Et enfin, les bureaux de la préfecture seront ouverts mercredi 21 septembre à partir de 19h45, les guichets de l'accueil de la préfecture. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang, nous en parlions tout à l'heure, vous attend demain au centre commercial d'Estreland, aux portes 4 et 5 de 8h30 à 13h. Et si vous êtes témoin d'un événement ou avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous rappeler au 0590 60 11 2 fois ou à nous envoyer un email à redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.